Et ce jour-là, comme on dit tous les Zambiens, on a mis la Zambie sur la carte du monde. Didier Drogba mettait une pression à l'arbitre aussi. Vous voulez que je l'enlève, la chemise blanche? Donc après, c'est une croyance. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc moi, l'idée, hein, c'est vraiment de revenir sur ce parcours avec la Zambie, qui est quand même exceptionnel en 2012. Et puis, bon, on reviendra aussi un petit peu sur la Côte d'Ivoire, forcément, parce que ça fait aussi partie de votre histoire. Euh, Racontez-moi juste ce premier passage, pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous êtes revenu, comment ça s'est passé tout ça. Le premier passage, j'arrivais de ma première expérience dans le football africain. Pour la Coupe d'Afrique 2008, j'étais assistant de Claude Leroy avec les Black Stars du Ghana. Et puis quelques mois après, j'ai signé en Zambie. Le premier bon résultat, va-t-on dire, c'est une troisième place à la CHAN en Côte d'Ivoire en 2009. Et puis en 2010, un quart de finale perdu au tir au but contre le Nigeria après un 0-0. Voilà. Donc déjà ça aurait dû alerter les gens un peu. Ça les a pas trop alertés, tant mieux. Donc c'est pour ça que j'anticipe un peu. Bon, je suis revenu après et j'ai dit bah, faut qu'on fasse mieux qu'en 2010, donc il faut qu'on aille dans le dernier carré. Voilà. Donc ça a surpris un peu parce que la Zambie dans le dernier carré, ça peut surprendre, mais il y a eu des qualifications que je n'ai pas effectuées moi-même. C'était Bonetti, Dario Bonetti, le coach italien, qui a qualifié l'équipe. Puis ça s'est moyennement passé avec le président Kalusha Bouaila. Donc il m'a rappelé quelques mois avant la CAN 2012. Et puis, ben, voilà, vous savez ce qui s'est passé après. Donc, mais je pense que 2008-2010, les deux premières années, elles nous ont servi énormément. On a retrouvé pratiquement la même équipe, il n'y a pas eu de changement. Les qualifications ont été faites avec la même équipe qu'on avait mise en place. Voilà, à part un petit réajustement au poste d'arrière droit où Chisamba Lungu a joué pas mal arrière droit, voilà, alors que c'était un milieu excentré côté droit. C'était à peu près le seul changement par rapport au 11 de départ. Et puis, le retour a peut-être galvanisé les joueurs, nous aussi, le staff. Et puis, on est arrivé à faire quelque chose qui était inimaginable pour ce pays. Je reviens juste un petit peu en arrière. Le choix de la Zambie, c'était une opportunité de parcours, de carrière, ou déjà il y avait un attrait pour ce pays en particulier? Non, c'est eux qui m'ont contacté. Le président Kalusha Bouaila, qui faisait partie de la délégation de la CAF pour la Coupe d'Afrique 2008 au Ghana, était délégué de l'équipe du Ghana, donc suivait notre équipe, voyait les entraînements, tout ça. Donc il a certainement apprécié le travail que j'avais fait. Il a demandé confirmation à Claude Leroy, qui a validé, qui lui a dit de me prendre les yeux fermés, tels sont ses mots, hein. Donc voilà, je suis parti. Et pour moi, c'était une aventure de numéro un, chose que je voulais parce que j'avais commencé depuis quelques années déjà, mais en France, dans des divisions inférieures. Et on gravit petit à petit, mais quand on part de tout en bas, c'est pas facile. Et ma seule question, ça a été de demander à Claude Leroy, est-ce que l'équipe de Zambie est une bonne équipe? Parce que je vais vous avouer sincèrement que j'en connaissais pas plus que ça sur eux. Et il m'a dit, c'est un très bon tremplin pour toi. C'est une équipe qui joue toujours très bien au football. Donc, il faut y aller. Donc, je suis parti. Un Français en Zambie, ça avait déjà, ça s'était jamais passé déjà. C'est un pays anglophone, c'est un pays assez lointain que très peu de personnes connaissent. Mais maintenant, après 4 ans passés là-bas, c'est un pays magnifique, avec des gens très pacifiques, un peuple qui m'a
qui m'a touché en plein cœur. Et donc, ça a été une aventure formidable. Alors, pour revenir justement sur le début de cette aventure, je vous avais entendu dire après le titre que voilà, vous aviez senti tout de suite que physiquement l'équipe elle était prête. Est-ce que dès la préparation, vous avez senti que vous pourriez aller loin? Oui, on a eu la chance de partir 3 mois avant la CAN en Inde, ce qui paraît une destination un peu surprenante, mais elle nous a permis de faire des matchs relativement faciles, mais de travailler énormément, de préparer certains joueurs qui étaient un peu hors de forme. Ichani Imondi, un défenseur central qui avait pas mal de kilos en plus. Il faisait des séances le matin sur la plage footing, une troisième séance supplémentaire par rapport aux autres. Voilà, ça, c'était le travail du staff. Ça a été un travail important. Et puis, l'amalgame s'est fait encore plus. Notre retour a certainement été une chose qui a été prise très positivement. Et puis parfois, on n'explique pas tout en football, hein. C'est aussi la qualité des joueurs, même si ce n'étaient pas des joueurs de grands clubs internationaux, ils ont beaucoup de qualité et surtout un don pour le collectif que j'ai peut-être jamais eu ou nulle part ailleurs depuis que j'entraîne. C'est-à-dire, le seul intérêt, c'était l'équipe. Personne ne pensait à lui. De toute façon, la discipline était parfaite, excepté pour un joueur, parce que faut pas. C'est une petite anecdote. On a fini la Coupe d'Afrique avec 22 joueurs, puisque un a été expulsé pendant la compétition. Et voilà, c'est des histoires qui restent, qui marquent. Et un an après, il a repris contact avec moi et s'est excusé pour son attitude, mais je le répète encore une fois, le seul intérêt le plus important, c'était l'aspect collectif. Pour revenir du coup sur le début de la compétition, il y a c'est un groupe abordable avec la Guinée, la Libye. Il y a quand même le Sénégal voilà, qu'il faut gérer, quoi. C'était le gros morceau pour commencer. Oui, c'était le premier match. Sénégal, un des favoris de la compétition. La Guinée équatoriale qui jouait à domicile. C'est jamais facile en Afrique de jouer un pays qui vous reçoit. Et puis la Libye, bah, c'est le seul match nul qu'on ait fait dans cette compétition, donc ça n'était pas un match facile. C'est toujours une équipe qui joue bien au football, qui n'a pas des résultats exceptionnels, mais qui ennuie un peu tout le monde. Donc ça a été loin d'être facile de se qualifier. Et puis un quart de finale contre le Soudan, bon, bah, on va anticiper un petit peu. Mais le tournant, je pense que c'est les 20 premières minutes du match contre le Sénégal où on mène 2-0, à la surprise générale et à la grande surprise des Sénégalais qui nous ont certainement un petit peu pris d'eau. Et ben, tort leur en a pris. Et puis ça nous a aussi galvanisé pour ce tournoi, donné beaucoup plus de confiance en nous, de motivation, et ça nous a permis d'aller très loin dans cette compétition. Quand est-ce on a commencé vraiment à vous prendre au sérieux? Est-ce que le Ghana, qui était le favori en demi-finale, ils vous ont pris au sérieux aussi? Oui, je pense, oui, on nous a pris au sérieux quand on s'est qualifié pour les demi-finales. La demi-finale contre le Ghana. C'est un match capital. C'était, entre guillemets, le deuxième très gros favori de cette compétition. On était loin, loin d'être les favoris. On crée une nouvelle fois la surprise en gagnant 1-0, un but de Emmanuel Mayuka. Voilà, on a parfois été en difficulté dans ce match. On a fait le dos rond, on a été très solidaire pour se retrouver en finale face à un ogre, la Côte d'Ivoire qui, je pense, pensait vraisemblablement qu'elle avait gagné sa Coupe d'Afrique des Nations 2012. Mais bah, il restait la Zambie sur leur route. Et nous, on y croyait parce qu'on y a toujours cru, tout en connaissant nos qualités et nos défauts.
On n'était pas les meilleurs, certainement, sur le papier. Intrinsèquement, on n'avait pas les meilleurs joueurs. Mais on avait un esprit exceptionnel et c'est ce qui nous galvanisait pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour cette finale, parce que le scénario, il est quand même stressant. Est-ce que vous avez déjà vécu un match aussi stressant depuis ou avant d'ailleurs? Ouais, j'en ai connu quelques-uns, ouais. Ce qui est surtout, je me rappelle d'une question avant la finale. À la conférence de presse, on m'a posé la question en me disant la Côte d'Ivoire n'a encaissé aucun but jusqu'à présent. Comment pensez-vous y arriver? Et j'ai répondu qu'on n'était pas obligé de marquer un but à la Côte d'Ivoire pour remporter cette CAN 2012. Ouais, c'était une bonne réponse. Et le lendemain, ça nous a donné raison, sans marquer dans le temps normal, le temps additionnel. On a réussi à aller jusqu'à cette séance de tir au but. Et puis, on a réussi à l'emporter au bout d'une très, très longue séance de tir au but. Parce qu'il y a une image aussi quand vous criez un peu à l'arbitre, je crois que c'est en prolongation, vous lui dites tu as peur, tu as peur. C'est une image qui est ressortie. On sent que vous Ben, aviez, il y a quand même de la pression, quoi. oui, bien sûr, mais je m'adressais surtout pour Didier Drogba, mais je parlais à l'arbitre parce qu'il avait peur de lui, il fallait pas le toucher. Il y avait faute à chaque fois qu'on s'approchait. Bon, c'est le respect qu'on peut peut-être avoir parfois pour les très très grands joueurs, mais peu importe qui se trouvait sur notre route, il n'y avait qu'une seule coupe à la fin de ce match et parfois il faut. C'est pas toujours la meilleure image qu'on donne, mais parfois il faut aussi mettre un petit peu de pression parce que ça fait partie du jeu. À son, à son image et avec son énorme aura en Afrique et de football, un des meilleurs footballeurs mondiaux, Didier Drogba mettait une pression à l'arbitre aussi en essayant de l'influencer gentiment de par sa stature. Donc voilà, ben nous, il fallait qu'on trouve certains arguments pour montrer aussi qu'on n'était pas des faire-valoir et qu'on avait quelque chose à jouer dans cette finale. Est-ce que vous sentez du coup que c'est votre personnalité dans ce genre d'exemple qui aussi a été importante déjà dans la victoire finale est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, non, c'est la personnalité de tout le monde. Moi, je suis là pour guider, pour fédérer, pour emmener tout le monde dans le même sens, dans la même direction. Et quand vous atteignez la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, même si vous avez la Côte d'Ivoire en face de vous, vous êtes obligé de persuader vos joueurs vous êtes capable de la gagner. Sinon, ça sert à rien d'avoir fait tout ça pour arriver là. On se serait rappelé d'une défaite en finale contre la Côte d'Ivoire, certainement, mais sans plus, parce qu'on se rappelle que des vainqueurs. Et ce jour-là, comme on dit tous les Zambiens, on a mis la Zambie sur la carte du monde, parce que très peu de personnes savent même où était la Zambie. Donc, c'est une belle expression. Il y a aussi une anecdote parfois de ce qui peut se passer dans des matchs. Avant le match, il y a un commissaire qui nous demande de match, qui nous demande d'enlever vous savez, nos survêtements pour les hymnes nationaux, alors qu'on les avait mis jusqu'à présent. Il demande de les enlever comme ça, et j'ai dit on les enlèvera pas. Donc les joueurs les ont gardés pour les hymnes. Et voilà, c'est aussi ces petites choses qui font que les joueurs vous regardent et voient votre détermination et vous êtes obligé d'envoyer des signaux qui puissent leur montrer que vous avez peur de rien. Et c'est certainement toutes ces attitudes mêlées à leur détermination exceptionnelle qui a fait que on y a cru jusqu'au bout, même si la nuit a été très longue. Mais quand elle est longue et qu'elle se termine comme ça, c'est exceptionnel. Et est-ce que excusez-moi, je reviens dessus, mais est-ce que ça vous énerve du coup qu'on vous attribue cette victoire en premier? Alors, c'est vu de l'Europe, hein, d'ailleurs, je ne sais pas si là-bas c'est pareil, j'imagine, je crois. Mais voilà, est-ce que ça vous énerve qu'on vous attribue plus la victoire qu'aux joueurs presque?
Non, ça m'énerve pas, c'est illogique, mais on peut pas enlever les idées reçues. C'est pas moi qui a joué, j'ai pas participé à une seule seconde de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai juste travaillé avec un staff. J'ai travaillé avec un président qui m'a toujours mis dans les meilleures conditions, Kalusha Bouela, qui, il faut le rappeler, bon, pour les plus anciens, le connaissent, ancien joueur du PSV Eindhoven, qui a été entraîneur et sélectionneur de cette équipe de Zambie, qui a été président de la Fédération zambienne de football et qui ne m'a jamais rien imposé, n'a jamais rien discuté. Donc, il a été pour moi un élément essentiel dans ce succès. C'est souvent le rapport, on en parle, président, entraîneur, qui doit être sur la même longueur d'onde, chacun son job, ce qui n'empêche pas la communication, mais chacun décide de ses prérogatives. Et il m'a toujours laissé une entière liberté. Ça n'avait pas de prix pour démarrer ma carrière en Afrique. C'était ma deuxième Coupe d'Afrique, mais c'était ma première Coupe d'Afrique en tant que numéro un. Après, j'en ai fait six. Donc, j'en ai fait sept consécutivement, une comme adjoint, six comme numéro un. Ça fait deux que je manque, donc il va falloir que je revienne assez vite, hein, Ouais, parce qu'il c'est un va moment. falloir il va falloir aller chercher une troisième victoire. Bon, on l'entend, c'est bien. On voit que ça va vous titiller un peu là, à partir de la semaine prochaine. Ouais, je serai d'ailleurs au match d'ouverture, hein. Mm. D'accord. Alors justement, c'est aussi toute la ferveur qu'il y a eu. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais ce serait pas mal de revenir un peu sur cette fête qu'il y a dû avoir dès la victoire et encore 2, 3 jours après, quand vous êtes revenu au pays. Voilà, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, c'est indescriptible. Je pense que il y a des photos, j'ai des vidéos de notre arrivée en Zambie, en Côte d'Ivoire, quand on a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire. Mais si on le vit pas, c'est difficile à l'expliquer. Ça s'est produit quand l'avion atterrit sur le tarmac. Bah, ça commence dès là, dès que les portes de l'avion s'ouvrent, vous êtes transporté dans un monde, vous avez l'impression que c'est un rêve, puisque je me rappelle sur cette route qui reliait l'aéroport jusqu'à notre podium dans le centre-ville de Lusaka, il y avait 17 kilomètres et on a dû mettre 3 heures pour faire ces 17 kilomètres. Le long de la route, des enfants, filles, garçons, des bébés, des adolescents, des vieilles dames, des vieux monsieur, un peu plus jeunes. Enfin, toute la ville est certainement beaucoup plus que la ville qui compte 8 millions d'habitants à Lusaka à l'époque. Et donc, quelque chose d'exceptionnel, voilà, d'indescriptible, d'émeute du monde sur les pylônes, sur les ponts, sur les toits, voilà, c'est indescriptible. Il y avait une joie et des sourires, des pleurs. C'est un mélange d'émotions qui reste gravé à vie et qui vous disent que le football, il est beau, hein. Donc, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vit ça. Et c'est pour ça qu'on y retourne pour aller essayer de revivre les mêmes émotions, mais c'est pas facile. Ça avait une saveur toute particulière aussi avec la catastrophe aérienne qu'il y avait eu Ouais, 20 ans plus tôt. En plus, c'était donc dans le même pays. Vous étiez allé, c'est ça, sur la plage, c'est la veille de la finale, c'est ça? oui, c'est Déposer ça, oui. des gerbes de fleurs. J'ai encore une belle anecdote. Quelques jours avant de se préparer pour la CAN, j'étais dans le bureau du secrétaire général de la Fédération zambienne. C'était Monsieur Georges Kassengele, qui nous a quittés depuis, donc une petite pensée pour lui. Et c'est lui qui m'a dit, puisque rappelez-vous, c'était une double organisation, Équatorial Guinée et Gabon, et qui m'a dit, nous, on avait tous nos matchs en Guinée équatoriale, et qui m'a dit ce jour-là, le seul moyen de retourner au Gabon, sur les lieux du crash,
c'est de jouer la finale. Alors bien sûr, je l'ai écouté d'une oreille et c'est ressorti de l'autre, hein, parce que j'imaginais qu'on avait très peu de chances de rejoindre la finale. C'était avant la préparation pour cette CAN. Et donc, je me suis souvent rappelé de ces mots. Et il avait raison, on y est retourné la veille. On est arrivé 2 jours avant, certainement, à Libreville. On est retourné la veille sur cette plage avec des gerbes de fleurs, dans un silence ahurissant. On a marché. Chacun s'est recueilli à sa façon. Il y avait Kalusha Bouela, qui était le président de la fédération, comme je l'ai dit précédemment, qui avait évité ce crash parce qu'il était joueur de cette équipe, mais il jouait en Europe, à Eindhoven, et donc il devait rejoindre l'équipe de l'Europe. Et puis il n'a jamais vu, plus jamais vu ses coéquipiers. Donc je pense que pour lui, c'était chargé d'émotions. Et pour lui, on se devait, pour tout ce peuple zambien, on se devait de gagner cette CAN. Donc ça a été un ingrédient supplémentaire, mais c'est pas le seul. J'ai parfois entendu dire aussi ils ont gagné parce que oui, ça serait tellement facile, hein, mais ça apporte une touche spirituelle, certes, mais il faut faire beaucoup de choses, d'autres choses pour aller gagner une compétition. Donc ça a fait partie, mais c'était pas le seul argument qui nous a fait gagner cette CAN 2012. Et du coup, contre, en battant en finale la Côte d'Ivoire, qui était, comme vous l'avez dit, le mastodonte avec Drogba, les frères Touré. Et ironie de l'histoire, c'est que bah, vous allez les prendre en main après. C'est, voilà, il a fallu que vous preniez l'équipe en main pour que finalement il gagne. Ouais, alors là, j'arrive dans un tout autre contexte, hein. J'ai une autre anecdote. Quand je suis parti de la Zambie en 2010, j'étais content. J'avais eu un rendez-vous à Paris avec Monsieur Hanouma, qui était président de la fédération, et son secrétaire général. Et ce jour-là, j'étais content. Je pensais que c'était la Côte d'Ivoire qui me contactait, mais en fait, une fois qu'on s'est assis, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour devenir l'entraîneur, mais de l'équipe olympique. Alors, je les ai regardés et je leur ai dit, ben non, ça m'intéresse pas, je suis désolé. Voilà, c'était. Donc, ça m'a servi aussi de motivation. J'étais certainement pas assez grand pour entraîner la Côte d'Ivoire, donc en 2012, donc c'est ce qu'ils pensaient, puisqu'ils me proposaient que l'équipe olympique. Donc, comme j'ai aussi un caractère assez fort et un parfois mauvais caractère, ça m'a galvanisé encore plus. Ils Et auraient dû puis, vous prendre du coup. Comme ça, bon, non, la non, Zambie c'est l'aurait, simplement vous aurait des pas. anecdotes. Là, je vous rappelle juste des anecdotes qui me font sourire aujourd'hui, mais ils avaient pris, je crois, c'était Sven-Goran Eriksson pour la Coupe du Monde. Donc voilà, moi j'étais simplement impatient. Je voulais peut-être aller un peu trop vite. Donc j'ai eu la chance d'entraîner cette grande équipe de Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en 2014. Je suis resté un an simplement. On a réussi à gagner après 23 ans de disette pour le football ivoirien. Mais là, j'avais des joueurs de très haut niveau. Mais il a fallu recréer le même esprit, cet esprit collectif où chacun doit oublier un petit peu son ego, s'en servir pour faire des différences, mais oublier son petit ego et ne penser qu'à une chose, c'est d'aller remporter un trophée collectivement. Voilà, et je pense que ça a été dur à mettre en place. Il y a eu des moments difficiles, peut-être des incompréhensions, parce que quand vous parlez que de collectif et que vous ne parlez pas à certains joueurs en les flattant sans arrêt, comme ils en ont l'habitude, ça prend un petit peu plus de temps, mais je pense que tout le monde a compris au fur et à mesure. Le jour d'un match, troisième match de qualification pour les quarts de finale, c'était contre le Cameroun dans la phase de poule. On bat le Cameroun 1-0, un but de Max Gradel. C'est ce jour-là, je pense que tout a basculé, mais ça joue à un fil. Tout aurait pu basculer pour le Cameroun. Ça bascule pour nous parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a réussi ce jour-là à être ensemble, trouver cette cohésion qui permet d'aller remporter des trophées.
Alors, on vous l'a déjà demandé, j'imagine, mais quel, quel est le plus beau souvenir entre ces deux CAN qu'est-ce que vous gardez le plus en mémoire? Ouais, je garde tout. Je veux surtout pas m'interdire d'éliminer un plutôt que l'autre. C'est impossible pour moi. Les deux sont complètement différents. Voilà, je dirais, avec la Zambie, c'est une histoire invraisemblable, mais la construction de 4 années de travail avec des types géniaux qui étaient des illustres inconnus pour la plupart des gens et qui ont réussi à se mettre à terre, à donner le maximum d'eux pour toute une nation. Et puis la Côte d'Ivoire, c'était une équipe revancharde à qui il manquait une toute petite chose, c'était cette cohésion supplémentaire, ce supplément d'âme collectif. Et puis on a réussi à le trouver, mais c'est aussi grâce à leur talent, parce que là, du talent, il y en avait encore plus. Et ça n'a pas été simple, hein, puisque ça a été une nouvelle fois une séance de tir au but. Donc à chaque fois, ça passe, ça gagne, mais ça se joue à très très peu de choses. Donc il faut toujours garder beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que quand on en perd aussi des séances de tir au but dans sa carrière après, ben, il faut relativiser et en espérant qu'un jour le destin sourisse de nouveau quand ça fonctionne pas. Ouais, avec ces deux CAN, vous êtes un peu comme le Messi maintenant en Afrique. Est-ce que il y a forcément ces deux victoires qui ont fait que voilà, vous êtes devenu une personne très importante, mais est-ce que vous pensez qu'il y a aussi autre chose qui fait que bah, le continent africain vous affectionne tout particulièrement? Le respect, le respect des cultures quand je vais quelque part, le respect des personnes. Et c'est le mot d'ordre qu'il faut avoir quand on est entraîneur. Moi, je n'ai pas de conseils à donner à quiconque quand ils vont entraîner en Afrique, c'est-à-dire au niveau tactique, au niveau technique, au niveau de ce que vous voulez, simplement dans le comportement. Il faut être irréprochable et surtout ne pas penser qu'on arrive en terrain conquis. L'Afrique, c'est difficile. Il faut s'adapter comme partout, hein, je dirais, hein. Il faut s'adapter en respectant les cultures, la culture des autres, en respectant les différences simplement. C'est parfois pas facile d'entendre ça en France parce qu'on est un pays qui a un petit peu plus de mal à accepter les différences. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Claude Leroy, qui m'a longuement expliqué les tenants et les aboutissants du comportement qu'il fallait avoir, rester au pays, travailler dans le pays. Parfois, il y en a qui ne travaillent pas, ça fonctionne. Parfois, il y en a qui ne travaillent pas trop, ça fonctionne un peu moins ou ça fonctionne. Il n'y a pas de règle à 100% qui fonctionne, mais je pense que c'est la moindre des choses. C'est être en harmonie avec votre employeur et en adéquation avec les supporters. Voilà. Après, celui qui gagne, il a toujours raison, hein, donc, mais le comportement, c'est important. Puis c'est un amour réciproque, j'imagine, même si là vous entraînez plus d'équipe africaine. Vous, personnellement, c'est un continent qui vous touche. En plus, je crois que vous avez une femme qui est africaine, vous avez des Oui, maisons. Vous êtes oui. en... Oui. Bah, j'ai été adopté, on m'a donné, on me donne tellement d'amour que forcément j'adore. Hein, qui n'aime pas être apprécié, qui n'aime pas être flatté. Alors parfois, je me pince un peu parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça. Voilà, bon. Mais je le prends volontiers et je vais retourner en Côte d'Ivoire là pour le match d'inauguration de la CAN. Donc, mon cœur va balancer entre la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Zambie pour cette CAN 2024.
Espérons qu'ils ne se retrouvent pas tous dans le dernier carré, mais que le meilleur gagne. Euh, ouais, je voulais revenir sur la part de la musique qui est importante. J'avais vu des reportages avec vous en Zambie. Bah, déjà, voilà, vous jouez au jeu avec les joueurs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Il reste 6 minutes après, on en arrête là. Mais voilà, est-ce que la musique, c'est vraiment quelque chose d'important? Oui, la première fois, c'est à Cambridge United. Je suis arrivé en 2004 dans un vestiaire où la musique était à fond. Et quand vous arrivez de France, c'était un peu surprenant. Maintenant, ça existe partout. Mais à cette époque, c'était moins évident. Et j'ai été surpris. Et puis en arrivant au Ghana, j'ai vu des joueurs arriver sur le terrain en dansant, en chantant. Et bon, ça m'a subjugué. Et en plus, c'était des musiques qui étaient exceptionnelles. Et je me suis pris d'amour pour cette musique africaine. Et puis après, les Zambiens, pareil. Alors, il y avait des chants spirituels, mais il n'y avait pas que ça. Et ils étaient tout le temps en train de danser. Et je trouve que ça crée une cohésion qui est énorme. Ça crée de la joie, ça enlève la tension, ça permet de relativiser parce qu'on fait que du football. Voilà, mais ça rend joyeux tout le monde et ça, c'est fantastique. C'est bon. Alors, j'ai gardé ça. Voilà, avant chaque match, quand les joueurs vont s'échauffer, le staff part, moi, je suis tout seul. Je mets la musique à fond. Il faut que ça soit le plus fort possible et ça me permet de me tranquilliser, de m'évader, de ne pas penser pendant 40 minutes à le match va commencer, qu'est-ce qu'on va faire. On a eu le temps de tout préparer et c'est trop tard, donc ça me permet de me concentrer. C'est ma façon à moi de trouver ça aujourd'hui, mais c'est les joueurs qui m'ont apporté ça. Parce qu'un joueur africain, si vous lui enlevez la musique, ça va être difficile d'obtenir le maximum de lui-même. J'imagine. Et puis, je suis obligé d'évoquer votre chemise blanche bah, qui est née un peu là-bas, à votre image aussi. Et je voyais même du coup qu'il y avait, ça avait été, vous aviez été une égérie d'une marque de linge. Oui. Euh, Enfin, voilà, qu'est-ce que ça représente aussi en Afrique? L'histoire, elle a démarré un soir d'une Coupe d'Afrique 2010 où on fait un match exceptionnel contre le Cameroun dans la phase de poule. C'était Paul Le Guen, l'entraîneur du Cameroun, et on perd 3-2 avec la Zambie. Mais on fait un match sublime contre une grande équipe du Cameroun. Et j'avais une chemise bleu ciel ce jour-là. Et donc, comme j'aime pas perdre, j'ai dit plus jamais je mettrai cette chemise. Et donc, j'ai mis une chemise blanche. Et puis, les matchs se sont succédés. Il n'y a pas eu que des victoires, hein, parce qu'il y a eu cette défaite contre le Nigeria en quart de finale, mais c'était, entre guillemets, pas une défaite, c'était au tir au but. Et puis après, la Coupe d'Afrique 2012, victoire. Coupe d'Afrique 2013, on fait 3 matchs nuls, un invaincu. Et puis voilà, 2015, 2013, donc c'est ça. 2015, on gagne. Donc, vous voulez que je l'enlève, la chemise blanche, mais donc après, c'est une croyance, voilà, c'est une superstition. Et puis elle ne me quitte plus parce que c'est comme ça. C'est devenu, c'est en moi que ça plaise ou pas, je suis désolé, mais voilà, c'est l'histoire exacte de la chemise blanche. Elle est claire, c'est super. Bah, il reste 2 minutes. Je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur ce parcours, sur le En pays. juste, on a souvent décrié les Coupes d'Afrique, notamment de l'Europe. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique donne une image qui est bien meilleure. Les terrains sont de bien meilleure qualité depuis quelques éditions de la CAN. Il y a certes encore des progrès à faire, mais on s'aperçoit que sur la ligne de départ de cette CAN 2024, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent remporter cette CAN, comme à chaque fois, mais avec de très grands joueurs. Donc, avec la demi-finale de Coupe du Monde que le Maroc vient d'obtenir en 2022 à Doha, ça donne un élan exceptionnel pour le football africain et je suis persuadé qu'un jour, une équipe africaine réussira à atteindre le summum du football mondial. Donc, il faut rester positif et puis je souhaite surtout
à tous ceux qui vont participer à cette CAN le meilleur, la gagne, bien sûr, et puis que ce soit un moment exceptionnel de joie, comme c'est en Afrique, dans les tribunes, les supporters se mélangent, il n'y a pas de bagarre, il y a des drapeaux qui sont les uns à côté des autres. C'est la plus belle image que le football africain puisse donner. Et ça n'a pas de prix quand on voit ce qui se passe parfois dans certains stades. Le football, c'est un jeu. Le football, c'est un message à faire passer. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est la joie. Et l'Afrique à être regardée de ce côté-là parce que c'est une magnifique image qu'il nous offre. Bah, super. Bah, merci Ah. beaucoup Hervé, c'était très intéressant. Pas mal d'anecdotes en plus. Donc, Ouais, voilà, je les retrouve comme ça, elles reviennent assez ouais, vite. c'est ce que je vous avais dit, ça fait du bien de se replonger un peu dans les souvenirs. Voilà, merci à vous.